Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Guillot, directeur général d'Emeis, ex-Orpea. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur Boursorama. Dans les bonnes nouvelles, il faut qu'il y en ait quand même. Je notais votre chiffre d'affaires qui a augmenté de 11% en 2023 à 5,2 milliards d'euros. Est-ce que ça y est, vous êtes vraiment en train de refermer la page Orpea 2 ans après le scandale? Alors oui, mais je dirais progressivement. C'est-à-dire que... J'ai dit en train de refermer. Tout à fait, vous avez raison, c'est progressif. Et je dirais la récupération vers des performances économiques acceptables et qui seraient dans les normes, ça prendra du temps. On est en train de le faire. Ça a été, on l'a montré lors d'une publication de résultats l'année dernière, mais ça va être progressif et on va récupérer. En même temps, il y a plein de choses qu'on a changées. On a changé notamment sur les indicateurs extra-financiers, donc le bien-être de nos collaborateurs, sur la prise en soin de nos patients et de nos résidents. Il y a énormément de transformations qui ont eu lieu. Ça a été nécessité un investissement qui nous a coûté un peu sur 2023. C'est intéressant, donc finalement vous remontez la pente, vous êtes en train de remonter la pente. Le taux d'occupation progresse en dehors de France, on parlera de la France après. En dehors de France, tout va bien, j'ai envie de dire, pour le groupe? En dehors de France, c'est pareil, on a un redressement progressif de l'activité. Vous savez qu'on a tous les pays d'Europe ont été touchés par le Covid et nos établissements ont des taux d'occupation qui remontent progressivement. J'ai aucune idée de... Alors en moyenne, c'est-à-dire y compris ouverture qu'on est en train de faire, on est à 83% de taux d'occupation. Hors de France ou groupe? Groupe. 83%. 83%. Et l'étranger hors France et la France pour qu'on voit. C'est à peu près pareil entre l'étranger hors France et la France, sauf qu'à l'étranger, on fait encore des ouvertures, c'est-à-dire la fin des établissements qui ont été lancés en construction il y a quelques années. Et tout au début d'une ouverture d'établissement, évidemment, le taux d'occupation est assez faible. Bon, et sur les maisons de retraite en France, le taux d'occupation aujourd'hui, il est de... Alors, vous savez qu'en France, on n'a pas que des maisons de retraite. On a des cliniques et des maisons de retraite. Sur les cliniques, le taux d'occupation, il est autour de 92-93%. Sur les maisons de retraite, en revanche, on est en retard puisqu'on a à peu près 83% de taux d'occupation. Voilà. Et donc, il faut... l'un des enjeux, évidemment, c'est de retrouver la confiance des familles françaises. C'est ça l'objectif. Tout est mis en œuvre, on le voit bien, et vous allez nous expliquer au travers des investissements, des conditions de travail, etc. C'est ça aujourd'hui l'objectif, retrouver la confiance des familles françaises. Ce n'est pas qu'une question de confiance. La situation des maisons de retraite en France a été durablement affectée par la triple crise, qui est la crise du Covid d'abord, la crise avec la sortie du livre et le scandale Orpea, et puis après, d'un point de vue économique, l'inflation qui nous a tous beaucoup pénalisés. Mais cette triple crise, elle a un impact sur le taux d'occupation de l'ensemble des maisons de retraite en France. Et nous avons souffert beaucoup plus, et évidemment, un enjeu, c'est de remonter ce taux d'occupation. Et ouvrir aussi de nouveaux établissements? C'est à l'ordre du jour? En France, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. On va se concentrer et se focaliser sur l'amélioration de nos performances. Et d'ailleurs, pareil à l'étranger, où on va faire une pause dans le développement, on va dire, pour mettre l'entreprise dans les meilleures conditions possibles pour le reprendre, parce que les besoins à terme, que ce soit en France ou en Europe, en termes de grand âge, de santé mentale et de santé physique sont gigantesques. La hausse du chiffre d'affaires donc de 11% en 2023. Si on est en 2024, comment ça se passe le début d'année? Et en même temps, j'ai vu que vous aviez légèrement abaissé vos prévisions pour 2024. Donc on se dit quoi? Il y a une bonne dynamique et en même temps... Il y a une bonne dynamique et parce que ce qu'on prévoit quand même quand vous dites abaisser nos prévisions, c'est quand même une croissance de notre EBITDA de 15 à 20%. Donc on est dans une dynamique positive. Après, on avait prévu de faire mieux encore parce qu'on pensait que l'année 2023 serait meilleure. Donc on a fait de base sur l'année 2023 qui explique cette révision. Après, le chiffre d'affaires reste dynamique pour tiré par l'effet prix. Il est tiré à la fois par toujours une progression du taux d'occupation et on le voit sur le premier trimestre essentiellement à l'étranger. Ça reste difficile en France. Dans les maisons de retraite, et il est tiré par l'effet prix, parce qu'effectivement, on est obligé... Hors effet prix, on est à... Hors effet prix et hors effet périmètre, c'est-à-dire nouvelle ouverture de maison à périmètre constant, on est plutôt autour de 2 à 3%. Et ça vous satisfait? C'est pas assez.
C'est déjà pas mal, mais c'est pas assez, non, parce que on est tiré vers le bas, je dirais, par les taux d'occupation en France qui ne remontent pas, et ça, c'est un effort qu'on fait avec les équipes. On voit bien que les méthodes et les équipes travaillent de plus en plus sur ce taux d'occupation. Comment? En communiquant sur tout le travail qu'on a fait de remise aux normes de l'entreprise, etc. Mais ça prend du temps, tout ça. À commencer par le changement de nom, c'était fin mars, Emeis, qui veut dire nous en grec. La marque, ça a été une évidence, il fallait changer de marque, elle était trop abîmée. C'était une évidence, on a changé de marque le jour du printemps, le 20 mars, en effet, vous l'avez dit. C'était une évidence pour tout le monde, c'était d'abord une évidence pour nos équipes qui ont beaucoup souffert dans les 2 dernières années. Certains de nos collaborateurs ont été, je dirais, un peu agressés, un peu chahutés à titre personnel pendant cette période-là. Et donc, c'était une évidence pour nous tous qu'à un moment, il fallait changer de marque. Après, on a choisi le bon moment parce que je ne voulais pas, et on ne voulait pas collectivement non plus, que le changement de marque soit un prétexte, un changement d'enseigne sans que rien ne change derrière. Exactement. On a voulu changer le fond d'abord. Au-delà du nom, qu'est-ce qui a changé vraiment dans l'entreprise? Dans ses pratiques, dans son quotidien. Les 2 axes vraiment fondamentaux de notre travail, ça a été de s'occuper de nos équipes. C'est fondamental parce que vous ne pouvez pas et vous ne voulez pas, et moi je ne veux pas confier nos aînés à des personnes qui sont des mauvaises conditions de travail. Il faut se rappeler que dans le secteur du soin, on a un taux de fréquence d'accidents qui est 2 fois plus élevé que dans le BTP. Et moi je viens de l'industrie, qui est de 20, 30, 40 fois plus élevé que dans des activités industrielles. C'est inacceptable. Et donc, on a travaillé sur santé et sécurité au travail. Et entre 2021 concrètement, et 2023, ça veut dire 25% d'accidents en moins, de risque d'accident en moins pour nos collaborateurs et d'accidents réellement. Ça, c'est un changement fondamental. On a changé aussi leur rémunération. On a mis en place un dispositif qui n'existait pas avant chez Orpea de négociation collective, et on a amélioré les rémunérations. De combien? Il y a un chiffre qu'on peut donner? L'année dernière, en 2024, après les négociations annuelles, c'est tous les ans. L'année dernière, en 2024, c'était 4%. Donc, plus mis en place. À 5. Plus en place au même moment, un 13e mois, qui représentait un peu plus de 1,5%. Et des tickets restaurants, et on a changé la mutuelle parce que c'était important. Il y avait des mutuelles à 2 niveaux dans l'entreprise, et la mutuelle est un élément de rémunération extrêmement important pour sécuriser nos collaborateurs. Donc on a pris beaucoup de petites initiatives, je dirais, et de grandes, qui nous permettent d'améliorer progressivement, nos moyens sont limités, d'améliorer progressivement les conditions de travail de nos collaborateurs. Et on voit ça comme la première priorité. La deuxième priorité, évidemment, c'est de reconcentrer l'entreprise sur le soin et l'accompagnement. C'est fondamental. On a amélioré le taux d'encadrement. Vous savez qu'une variable qui est très importante, un indicateur qui est très important dans un établissement, c'est combien il y a de personnes au chevet de nos patients et de nos résidents. On a augmenté ce taux d'encadrement de 10%. C'est une charge, c'est un investissement extrêmement important pour Emeis. Mais ça améliore très nettement la qualité, et on a vu ça immédiatement dans notre taux de satisfaction, parce que notre satisfaction exprimée par nos résidents et leurs familles s'est améliorée de 90% à 92,4%, ce qui est un saut extrêmement important. 90%, c'est un sondage qui a été réalisé quand, ça? Ça, c'était en 2022, 90%. Et là, on le fait maintenant avec un organisme extérieur. C'est pas nous qui faisons ce sondage, c'est porté par des professionnels qui le font, je dirais, de côté. J'ai voulu, en arrivant, faire une base 2022 pour savoir d'où on partait. Et donc, du coup, en 2023, on a nettement amélioré dans tous les pays. Quand on parle de 90%, c'est déjà satisfaisant, ce qui est curieux au vu du scandale qu'il y a eu. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les variations plus que le niveau absolu. C'est vrai que dans nos établissements, de façon générale, si je le prends à grande maille, nos résidents sont satisfaits. On part d'un taux de satisfaction qui est relativement élevé. Néanmoins, ce qui est important, c'est la variation de ce taux de satisfaction. Donc, Laurent Guillot, nouveau nom, nouvel actionnariat, nouvelle gouvernance, nouvelle pratique. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour poursuivre cette refondation? C'est une refondation. Il y a énormément de choses à faire parce que c'est un travail quotidien. En fait, notre travail, qui est différent d'une usine avec un robot, j'allais dire, c'est que c'est remis en cause
tous les jours, la qualité de ce qu'on fait doit être à la fois maintenue et améliorée tous les jours. Donc c'est un travail quotidien pour nos collaborateurs, pour nos patients, nos résidents. Et puis économiquement, on n'est pas au niveau auquel je voudrais qu'on soit et auquel mes actionnaires, tout le monde voudrait qu'on soit. C'est-à-dire qu'on a... Caisse des dépôts avec un pool d'actionnaires tout à fait. Qui ont 50 et quelques %, c'est ça? 50,2%, ouais. En effet. Et on voit bien qu'on n'est pas encore complètement, on n'est pas à l'équilibre économique aujourd'hui. Donc on a à redresser cet équilibre économique pour venir à une... La profitabilité, c'est pour quand alors? La mesure de la profitabilité se mesure sur différentes lignes. Ouais. Donc on anticipe une amélioration de cette profitabilité tout au long des prochaines années parce que c'est un... En résultat net, je pense que c'est en résultat net, pas en EBITDA. Alors en résultat net, on était extrêmement positif cette année, mais c'était un artifice comptable. Voilà. Et donc ce n'est pas représentatif de la performance de l'entreprise, je dirais, comment on explique simplement artifice comptable pour ceux qui nous regardent, qui disent mais de quoi est-ce qu'il parle? Alors ça veut dire, c'est parfaitement légal et c'est parfaitement dans les comptes. Vous avez raison de me reprendre sur ce point. C'est juste que comme on a annulé 3,8 milliards de dettes l'année dernière et qu'on les a transférées, on les a capitalisées, il y a 70% de ce montant qui est venu en résultat positif de l'entreprise et qui représente 2,850 milliards. Voilà. Donc mais c'est pas le fruit d'une activité opérationnelle. Exactement. C'est de l'exceptionnel. Cette dette, justement, elle a été réduite, Laurent Guillot, de 60%. On est à 4,6 milliards d'euros aujourd'hui. C'est supportable pour le groupe aujourd'hui? Oui, il faut voir qu'en face, nous avons encore 6,3 milliards d'actifs immobiliers. Et donc, un des engagements et des choses qu'on fait en même temps, c'est de se désendetter en volume en vendant notre immobilier. Donc l'année dernière, on s'était engagé à faire 250 millions de cessions immobilières, on en a fait un peu plus de 300. Et cette année, on s'est engagé à faire 500 millions de cessions immobilières dans un contexte immobilier qui est assez difficile. En France ou hors de France? En France et hors de France, les deux, on saisira toutes les opportunités pour faire des petites opérations ou, si l'opportunité se présente, des plus grosses opérations. Donc la restructuration d'un point de vue financier est terminée? Ça, c'est derrière. La restructuration financière est terminée, mais là, il faut encore continuer à solidifier le bilan de l'entreprise en faisant ces cessions immobilières. Voilà, pour réduire la dette et pour aboutir à quel chiffre, puisqu'on a 4,6 milliards? L'objectif, c'est d'avoir des ratios EBITDA, net debt sur EBITDA qui sont autour de 5,5. C'est un objectif qu'on vise à 2026. Aujourd'hui, notre EBITDA n'est pas très élevé, donc on est autour de 20, donc ce qui est beaucoup. Avec des cessions immobilières d'un côté et l'amélioration de la performance opérationnelle qu'on attend, ce ratio devrait baisser pour être autour de 5,5 en 2026-2027. L'action aujourd'hui est un petit peu moins de 12 euros. Vous avez opéré ce qu'on appelle un regroupement de 1000 actions anciennes pour une nouvelle. Vous souhaitiez ne plus être une penny stock, c'était ça l'objectif? Tout à fait, puis assurer une certaine liquidité pour qu'il y ait des échanges et que les mouvements ne soient pas extrêmement brutaux, parce que quand on est un penny stock, les mouvements sont erratiques. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux investisseurs qui nous regardent soit pour devenir actionnaire d'Emeis, sachant que les anciens actionnaires d'Orpea, pardon de le dire comme ça, mais eux, ils ont tout perdu. L'action est passée, il faut quand même le rappeler, de 80 euros, on est en janvier 2002, à 1 centime fin mars. 0,1 centime. 0,1 centime. C'est ça. Donc pour eux, je pense qu'on ne les fera pas revenir, mais pour les autres, qu'est-ce qu'on leur dit pour leur donner envie d'être actionnaire? La refondation est en cours, elle a bien commencé. Les étapes qu'on franchit une à une, on les franchit sur l'ensemble de nos priorités, c'est-à-dire nos collaborateurs, les résidents, parce que c'est là-dessus qu'il y a eu un problème dans le passé, donc il faut qu'on remonte la pente de ce point de vue-là. Et puis, les résultats financiers commencent à s'améliorer et ils vont s'améliorer tout au long des prochaines années. Voilà, avec une profitabilité récurrente liée à l'opérationnel pour... On peut le dater ou Non, c'est-à-dire si on le part en cible d'EBITDA, on a prévu dans notre plan d'être à 20% de marge d'EBITDA à l'horizon 2026, ce qui correspond à des standards qui permettent d'être profitables. Voilà, tout en étant, encore une fois, tout en donnant des bonnes conditions de travail
à nos collaborateurs. Exactement. Et des bonnes conditions, surtout de soins et d'accompagnement à nos patients, nos résidents, sur des métiers qui sont fondamentaux pour la société. Ce sont deux objectifs qui sont compatibles. Tout à fait. Et moi, la question qui s'est posée pendant très longtemps, c'est de savoir s'il fallait que des EHPAD soient dans le secteur du privé, parce qu'il y avait une logique de rentabilité qui était orthogonale avec le bien-être des... Alors moi, je ne pense pas du tout que la logique de rentabilité soit orthogonale avec la logique de bien-être. Certains le pensent en tout cas. Oui, mais moi, je ne ferais pas ce métier si je n'avais pas cette conviction très profonde en fait, c'est que par l'amélioration de ce que vous proposez à vos patients, à vos résidents, et par conséquent à vos collaborateurs, que vous pouvez atteindre une profitabilité soutenable. Bien sûr, vous pouvez gagner de l'argent pendant quelques années, et peut-être même quelques longues années, mais sur le long terme, les conditions d'une profitabilité, ce sont aussi que vous soyez accepté par votre environnement, que vos collaborateurs restent travailler chez vous, et que vos patients et vos résidents restent vos patients et vos résidents. Allez, merci de passer nous voir. Merci pour cet entretien. Laurent Guillot, directeur général d'Emeis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.